Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, John Elmer, est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci de m'avoir à nouveau invité, Nima. John, permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé avec l'opération américaine, l'opération des États-Unis en Iran. Il parlait de deux autres provinces en Iran, le Khuzestan et Kalkilia. Puis nous avons vu l'opération se dérouler dans la partie sud d'une autre province, Ispahan, dans sa zone méridionale. Nous avons constaté la destruction d'avions, ainsi que de chasseurs, d'hélicoptères Black Hawk, de Little Bird et de divers autres équipements militaires détruits sur place. Mais l'opération, telle que Donald Trump l'a décrite hier, a été réussie. Quelle est votre opinion? Que pensez-vous de ce qui s'est passé en Iran? Eh bien, plusieurs points du côté de Moscou, si vous voulez, un peu plus éloignés, certes, mais toujours très importants. Je pense qu'il est essentiel que notre public ne se laisse pas hypnotiser par le jargon militaire, par les listes de noms ou de noms de code des avions américains, sans parler des noms de code utilisés comme Dude 44 Alpha et Dude 44 Beta, ceux que le général Kane a mentionnés lors de la conférence de presse d'hier. Ce qui s'est passé à Ispahan doit être compris, politiquement, aux États-Unis, comme un problème très très sérieux pour le président Trump. Et si vous considérez ce qui se passe comme la preuve de son problème politique, retournez à sa conférence de presse et regardez ce qu'il a dit avoir fait samedi soir et dimanche. Ce que l'on obtient, c'est un aperçu très intéressant, je pense, de la peur de Trump, de ce qui se passait politiquement pour lui. C'était peut-être la première fois de sa présidence, que ce soit pendant le premier mandat ou maintenant, qu'il pensait que cette opération allait être une réussite. Et il faut garder à l'esprit que le calendrier montre qu'il n'avait aucune réunion officielle le samedi ou le dimanche. Il est resté à Washington, il n'est pas allé à Miami. J'ai fait une analyse sur Dances with Bears, donc les gens peuvent voir où il se trouvait lorsqu'il tweetait et où il n'y a aucune trace de sa localisation. Je pense qu'on peut désormais dire qu'il était dans la salle de crise, observant la situation de très près. Il révèle qu'il regardait une grande partie de ce qu'il appelle l'action samedi soir et dimanche. Ce qu'il a dû comprendre, ce sont les pertes catastrophiques des deux avions de transport C-130 et la destruction d'au moins 2, peut-être 3, voire plus, hélicoptères, sans parler de la perte d'un autre appareil, l'Asie, je crois, qui assurait le soutien. Alors imaginez-vous pour notre public, imaginez que vous êtes dans la salle de crise et que vous pensez être le commandant en chef de la plus grande machine militaire de l'histoire du monde. C'est son langage. Et soudain, vous voyez la possibilité de ce qui a été une opération à deux volets. Voilà toute l'importance des documents du commandant Amanda Ryder. Elle a laissé derrière elle non seulement sa pièce d'identité et son visa israélien, nous y reviendrons dans un instant, mais aussi un dossier de documents opérationnels. On le voit dans la vidéo, leurs cartes, leurs ordres, leurs codes. Les voilà. Ce sont des détails opérationnels top secrets, nom, destination, ordre, toute l'histoire de cette opération. D'une manière ou d'une autre, le commandant Ryder les a laissés derrière elle. Et maintenant, dans le dernier Dance with Bears, pour ceux qui veulent, elle a une carte American Express platine. Intéressant. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. Pas une carte American Express ordinaire, mais une carte platine. D'accord. En tant que major, vous gagnez environ 110 000 $ par an. Ce que nous devons examiner ici, c'est ce que les preuves qu'elle a laissées révèlent sur la nature de l'opération. Ensuite, nous retournons dans la salle de crise et nous nous plaçons à la table où Trump comprend deux choses.
Premièrement, il y a une opération visant à attaquer les installations nucléaires dans et autour d'Ispahan, capturer le matériel nucléaire, tuer tout le monde sur place, puis détruire l'intérieur des installations de stockage ou des bunkers qu'ils rencontrent. Cette opération, si elle a été conçue, et c'est dans ces documents, dans le dossier que vous venez de voir, a totalement échoué. Deuxièmement, ils essaient de secourir le deuxième membre d'équipage, que Trump décrit longuement comme ayant traîné sa jambe blessée, descendant des falaises jusqu'à une grotte sur le flanc d'une montagne, et ainsi de suite. Il rapporte ce qu'il voyait à la télévision. Il pensait vivre une grande aventure. Il en parle comme ça. Le problème, c'est que soudainement, avec les preuves de Ryder, nous envisageons la possibilité qui s'est imposée à tout le monde dans la pièce, surtout à Trump. Ils sont face à un échec catastrophique, de l'ampleur de celui de Jimmy Carter, lors d'une mission de sauvetage d'otages. 2 avions, de gros transports et plusieurs hélicoptères détruits. C'est encore plus que ce que Carter avait perdu en mai 1980. Maintenant, Trump se souvient, et tout le monde en politique américaine s'en souvient, que Carter et Brzezinski pensaient se donner un formidable avantage politique cette année-là, de mai à novembre, s'ils parvenaient à mener à bien une opération militaire de sauvetage des otages de l'ambassade américaine. Au lieu de cela, ils ont tout gâché de manière spectaculaire. La mission, vous pouvez la chercher sur Wikipédia, les amis. Je ne vais pas ennuyer tout le monde en la racontant à nouveau. Mais le risque politique pour Trump était énorme. Il ne pouvait pas faire face à la possibilité qu'une autre situation de ce genre se produise, surtout quand on regarde les sondages. Si vous regardez les sondages actuels pour Trump, vous voyez une augmentation constante du taux de désapprobation. Ça monte comme ça, plus de désapprobation, et l'approbation qui baisse, mais lentement, avec environ 16% à 20% d'indécis. S'il y avait eu une catastrophe de ce type, cela aurait été désastreux pour lui. Vous auriez soudainement vu tous les indécis rejoindre le camp de la désapprobation, et au lieu d'être à 54%, cela aurait atteint 70% ou plus. Désolé de t'interrompre, John. Cela s'appelait l'opération Eagle Claw. C'est exact. De grands noms d'oiseaux, fureur épique, griffe d'aigle. Ils n'appellent jamais une opération « opération moineau ». Et pourtant, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais la politique, et c'est ce que je veux souligner, ramène la question du risque militaire à la sphère politique. Gardez simplement à l'esprit une autre chose que Trump a admise lors de la conférence de presse. On lui a demandé « Quelqu'un s'est-il opposé à vos opérations contre l'Iran ?» Et il admet que oui, il y a eu une opposition militaire. Il dit, Trump le dit lors de la conférence de presse, qu'il y a eu des objections militaires, des gens dans l'armée qui s'opposaient à la mission de sauvetage. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il y a eu des objections militaires à l'attaque, à la mission, à l'opération visant à s'emparer du matériel nucléaire. C'était une opération que l'armée jugeait trop risquée, trop potentiellement dangereuse, trop susceptible de conduire à une catastrophe semblable à celle de Carter. Et c'est ce qui s'est passé. C'est arrivé. Sauf que par chance pour Trump, ils ont récupéré le deuxième membre d'équipage. Ainsi, ce que nous voyons lors de la conférence de presse, c'est une démonstration que Trump donne involontairement lorsqu'il exprime ses remerciements et répond aux questions des journalistes. Un signe clair d'une division importante au sein de la Maison-Blanche et de la peur de Trump face à une catastrophe majeure. Permettez-moi de le dire autrement et de résumer rapidement avant de revenir à vos questions. Quand Trump a peur, quand il redoute la défaite, il devient encore plus violent qu'il ne l'était auparavant. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la sortie du dimanche.
D'abord, il célèbre la capture, 2 tweets, ou la récupération du membre d'équipage. Puis devient encore plus dur, plus agressif, utilisant de nouveau des grossièretés contre l'Iran, parlant de les bombarder jusqu'à les ramener à l'âge de pierre, au pluriel. Voilà, c'est là le juron. Vous trouverez d'autres grossièretés de Trump, de nouvelles, dans la conférence de presse, si vous cherchez bien. Sur le plan politique, ce que nous avons ici, c'est quelque chose que j'aimerais appeler la faction juive, favorable à l'escalade, et la faction chrétienne qui y est opposée. Qui sont-ils? Trump remercie Witkov et Kushner. Pourquoi sont-ils impliqués dans une opération militaire? Why are they involved in a military operation? Why were they in the room? Trump wants them in the room. Pourquoi étaient-ils dans la pièce? He relies on Trump veut qu'ils soient là. He relies on Il compte sur eux. Il compte sur Hegseth et Kane, les 2 militaires. Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, pour exécuter les ordres. Mais nous savons déjà que le chef d'état-major de l'armée a été contraint de démissionner. Nous savons, d'après Trump, qu'il existe une opposition militaire à son aventurisme. Ils ne veulent pas perdre des hommes. Ils ne veulent pas d'une catastrophe militaire. Trump ne les écoute pas. Il écoute Trump, Witkov, Kushner et Netanyahou. Ils veulent anéantir. Ils veulent un génocide contre l'Iran. Ils ont voulu, si nécessaire, des armes nucléaires tactiques. if necessary, tactical nuclear weapons. Trump thinks, and the military in the United States Trump pense, et l'armée américaine s'y oppose pour de nombreuses raisons valables, qu'il peut mener des opérations brillantes sans recourir aux armes nucléaires. Il a donc convaincu les Israéliens de le rejoindre dans cette opération à Ispahan. Nous découvrons, d'après des documents de Reuters, qu'elle a reçu l'ordre de se rendre en Israël le 20 mars. C'est à cette date que commence la validité de son visa d'entrée. Elle doit y rester jusqu'au 20 juin 2026, 3 mois. La planification de son voyage a commencé au moins un mois plus tôt. Nous savons donc maintenant, rétrospectivement, à partir de ce petit nombre d'éléments, et la partie iranienne en possède bien davantage, que Trump et Netanyahou planifiaient cette opération avant le début de la guerre, le 28 février. before the war started on February the 28th. It's quite a lot of things that one can On peut tirer beaucoup d'enseignements de l'issue catastrophique de ces 2 avions à voilure fixe et de ces 3 hélicoptères incendiés au sol. Politiquement, à mon avis, notre public doit se mettre à la place des protagonistes et comprendre que lorsque vous êtes président des États-Unis, vous êtes confronté non seulement à une défaite sur le terrain, mais aussi à une humiliation, une perte politique comparable à celle de Carter. Et pour Trump, cela aura une dimension personnelle. S'il perd le contrôle du Congrès en novembre, il risque de faire face à une coalition cherchant à le destituer. Il sait qu'une destitution mènerait à des poursuites contre lui, sa famille, ses fils, tout son entourage. for his family, his sons, for the whole group. So he knows what that's like. Donc, il sait ce que c'est. After many years. Il vient tout juste d'en sortir après de nombreuses années, n'est-ce pas? Les enjeux sont donc personnels pour Trump, samedi soir, dimanche. Personnels. Par conséquent, il se projette et il le dit. On peut le voir dans les mots qu'il emploie lors de la conférence de presse. Il projette son propre destin dans le film qu'il regarde de ses opérations. Je pense donc que ce que nous devons faire, c'est attendre, en apprendre davantage et comprendre que la perte apparente de contrôle verbal de Trump, sa difficulté à gérer sa colère, son escalade croissante de menaces, tout cela est lié à sa peur du samedi soir, du dimanche et à sa détermination à écraser absolument la source de cette peur en Iran, maintenant, aujourd'hui, à 20h ce soir. Now, today, 8 p.m. tonight. Ouais. Ouais, voici ce que Lindsey Graham a dit à propos de ce soir à 20h, John. Ouais, Moment. This time tomorrow night, we're going to have one of two scenarios: capitulation of their desire to rain terror on the world through diplomacy, or we're going to have a massive military attack destroying this regime's capability to ever wage war again. Yeah. This is the
C'est ainsi que Lindsey Graham comprend la situation. Mais ce que nous venons d'apprendre du président iranien, il a tweeté il y a quelques instants, c'est que plus de 14 millions d'Iraniens fiers ont jusqu'à présent déclaré être prêts à sacrifier leur vie pour défendre l'Iran. Et il en fait partie. Il a inscrit son nom. Pour beaucoup de gens qui parlent de la guerre en Iran, il ne s'agit pas seulement de la guerre. Il s'agit de tout ce qui se passe en ce moment en Iran, John. Il s'agit de tout, de l'avenir, de l'histoire, de ce qu'est l'Iran aujourd'hui, de ce que l'Iran représente aujourd'hui. Il s'agit de tout. C'est pourquoi je ne vois personne reculer en Iran. Et Lindsey Graham vient de préciser que c'est la capitulation ou la destruction. Il a qualifié la capitulation de solution diplomatique, mais il s'agit bien de capitulation. Et le signe révélateur lors de la conférence de presse, le signe psychologique, psychopathologique que Trump mentionne, c'est qu'ils ont humilié les Iraniens avec leur mission de sauvetage. C'est l'inverse de la réalité. En fait, il a peur d'être humilié. Et sans trop se livrer à une psychanalyse de Trump, sa nièce, Mary Trump, a écrit tout un livre à ce sujet. J'ai du mal à le lire. Mais cela montre bien que cet homme est psychologiquement très dangereux en ce moment, et nous devons en être pleinement conscients. Ainsi, le camp iranien, comme vous venez de le décrire, tant le peuple que le gouvernement, doit comprendre que capitulation ou destruction reviennent au même. Oui, John, en ce qui concerne la situation actuelle, nous savons que Donald Trump coordonne d'une certaine manière. À mon avis, il se met lui-même dans un piège en envoyant ce genre d'ultimatum aux Iraniens. Cela ne va pas l'aider s'il veut vraiment résoudre le problème. C'est ce que nous avons appris du côté iranien hier. Ils ont répondu à Donald Trump et à son administration dans une lettre envoyée par l'intermédiaire du Pakistan. Elle comporte 10 points et ils y abordaient tous les sujets. Je pense que c'est l'objectif principal de l'Iran. Peu importe que Donald Trump décide d'attaquer l'Iran ou de poursuivre cette guerre, l'Iran est prêt, d'après ce que j'ai appris et ce que nous avons vu jusqu'à présent. Mais si Donald Trump est sérieux, il doit réfléchir sérieusement à ces points que l'Iran a envoyés aux États-Unis par l'intermédiaire du gouvernement pakistanais. Eh bien, nous pouvons passer en revue tout cela. La réponse comportait 10 points. Nous avons parlé la semaine dernière, puis la semaine précédente, de ce que l'on pourrait appeler l'évolution de la position iranienne, depuis les 5 points de l'ayatollah Khamenei jusqu'à la déclaration de l'ambassadeur Jalali à Moscou, qui se résume à 4 points. Et maintenant, nous en revenons à 10 points, parce que les Américains leur en ont soumis 15. En gros, j'emploie le mot « évolution », mais la position iranienne est restée très cohérente. Elle n'a pas changé. Cela dit, les 10 points présentent certains aspects intéressants qu'un camp américain rationnel pourrait envisager. La chose la plus intéressante, rappelons-le à tout le monde, est que la déclaration de Mojtaba Khamenei et de l'ambassadeur Jalali en Russie portait sur les réparations, le retrait des bases américaines et des solutions permanentes afin qu'il ne s'agisse pas simplement d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire que l'Iran ne soit pas exposé à une nouvelle série de plans israélo-américains pour attaquer à nouveau. Elle incluait également la préservation du contrôle du détroit d'Ormuz, la levée des sanctions, l'absence de limite à la capacité de missiles et la disposition à accepter l'enrichissement nucléaire à des fins civiles et non militaires. Tels étaient les principaux points auparavant. La nouvelle réponse en 10 points venue d'Islamabad comporte quelques questions supplémentaires intéressantes. Au départ, une fin permanente de la guerre, la levée des sanctions et la fin du conflit régional, dans lequel l'Iran relie les conflits à Gaza et au Liban, à cette guerre et à cette négociation.
Des garanties contre de futures attaques. Nous venons d'en parler, vous aussi. Reconstruction et réparation, un protocole pour le détroit d'Ormuz et une proposition de frais de transit. Les complications ici sont, je l'ai calculé dans un tweet ce matin, que si l'Iran met en place un système de péage, comme le prévoit la proposition, il y a environ 120 transits de navires en moyenne par jour. La moitié transportant du pétrole et du gaz, l'autre moitié des vracs et des porte-conteneurs, du commerce de boîtes. À environ $50 000 par an, un péage de 2 millions de dollars par navire s'élèverait à environ 100 milliards de dollars. Toll per vessel adds up to 100 billion. Now suppose Iran gives itself a free pass. Supposons maintenant que l'Iran s'accorde une exemption, levée des sanctions, et accorde à des États amis et plus pauvres des remises importantes sur leur cargaison. Disons en gros une remise de 50 milliards de dollars. Ensuite, on retire 50% parce que l'Iran promet de partager le péage du détroit avec Oman, et on obtient environ 25 milliards de dollars de remises pour les réparations de l'Iran, lesquelles, selon la réponse en 10 points, sont destinées uniquement à la restauration et à la réparation des dommages de guerre, rien d'autre. Donc, il y a une proposition, avec des calculs, des chiffres, que des personnes intelligentes et raisonnables pourraient négocier. Quand on a demandé à Trump ce qu'il en pensait hier, vous savez ce qu'il a dit ? « Aux vainqueurs reviennent les dépouilles. Je prendrai les péages, a-t-il déclaré. Pourquoi devrait-il les avoir ? I'll take the tolls, he said. Why should they have them? Now the man's mentality is absolutely À présent, la mentalité de cet homme est entièrement dominée par Kushner, Vitkov et l'autre membre juif de son entourage, Stephen Miller. La violence engendre la victoire, les butins, ce qui nous revient, c'est leur credo. On ne voit aucun signe du soi-disant conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio, ni dans la salle de crise, ni lors de la conférence de presse. Il a disparu. On ne voit que les deux militaires dociles. Et puis, il y a l'opposition. L'opposition fondée sur les sondages, c'est Fabrizio à la Maison-Blanche. Les questions juridiques, les questions de crimes de guerre, les questions d'immunité future et les risques militaires. On ne voit tout simplement aucun effort du côté américain pour mettre en place des négociations diplomatiques. Il n'y a personne, vraiment personne. Vitkov et Kushner ne sont pas des négociateurs diplomatiques. Ils ne négocieront pas du tout. Alors que reste-t-il ? Réponse. So what's left? Answer. Iran is having its effect by the L'Iran exerce son influence grâce à sa capacité à riposter avec plus de violence que ne s'y attendent les États-Unis et à infliger plus de dégâts que ce que les États-Unis et leurs alliés, y compris Israël, peuvent tolérer. Les États-Unis peuvent en supporter une partie. Israël ne le peut pas. Le Koweït non plus. Bahreïn non plus. L'Arabie saoudite, et ainsi de suite. Ce n'est donc qu'en maintenant et en répondant coup pour coup, par une violence symétrique et asymétrique, que l'Iran peut convaincre le non-négociateur qu'est Trump, ainsi que sa faction, que le risque dont la faction chrétienne et les généraux du Pentagone le mettent en garde ne vaut pas la peine d'être couru. Est-ce que cela répond à la question ? Pour autant que je puisse en juger, il n'y a pas de négociation, il y a un échange de documents. Et tant que Trump n'aura pas épuisé sa peur et qu'on ne l'aura pas persuadé qu'il a gagné, nous assisterons à une escalade continue. Je ne vois pas d'alternative à cela, peu importe à quel point le système de péage du détroit d'Ormuz pourrait sembler raisonnable. the Hormuz Strait toll system might turn out to be. John, my understanding is Donald Trump is trying to destroy everything. John, before leaving. d'après ce que je comprends, Donald Trump essaye de tout détruire avant de partir, tout ce qu'il a accompli, et de se retirer du Moyen-Orient. Il fait cela parce qu'en ce moment même, il bombarde l'île de Kark, frappant les installations défensives. Les Israéliens bombardent les voies ferrées à travers l'Iran. Et voici ce qui est incroyable. Les gens devraient voir cette image. On y voit le rabbin, le chef de la communauté juive d'Iran, visitant la synagogue détruite par l'arc israélienne. He's visiting the synagogue that was destroyed by Israeli attack. This is
Tu sais, c'est important, je pense après tout, parce que lorsqu'il s'agit d'une invasion terrestre, je pense que l'incident d'hier avec le raid, si l'on suppose qu'il s'agissait bien d'un raid et non d'une opération de sauvetage, a totalement échoué. Et Donald Trump sait que s'il décide d'aller dans cette direction, cela aura des conséquences énormes, vraiment énormes, pour sa présidence aux États-Unis. Tu sais, en ce moment même, pendant que nous parlons, les démocrates discutent de la destitution de Pete Hegseth. Ce sont des répercussions majeures de ce qui se passe actuellement entre l'Iran et les États-Unis. Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment parler de destitution tant que les démocrates n'auront pas pris le contrôle des deux chambres. Ils peuvent en parler autant qu'ils veulent. Ils sont simplement en campagne à ce stade et ils n'ont pas encore gagné. Mais c'est une crainte du côté républicain, surtout dans le service des sondages, le chef de cabinet, et ainsi de suite. Ces sections de la Maison-Blanche. Mais pour que le grand rabbin de la communauté juive iranienne soit témoin de la destruction de la synagogue, il est important de comprendre à quel point Trump est religieux et à quel point ses partisans le sont dans leur conviction que Dieu est de leur côté. Je veux dire, je recommande à quiconque peut supporter de lire la conférence de presse. Vous verrez que Trump affirme que pendant qu'il regardait l'opération visant à sauver l'officier d'armement, le colonel très respecté, comme Trump l'appelle, il aurait apparemment utilisé son émetteur pour envoyer un message à la CIA, puis à la salle de crise. Dieu est bon. Et puis Trump se lance dans tout un discours sur à quel point Dieu est bon, du côté de Trump. Il y a une ou deux phrases que je ne vais pas citer où Trump semble un peu se confondre avec Dieu. Dieu est mal à l'aise avec ce qui se passe, dit Trump, parlant de manière assez familière parce que c'est Pâques. Et puis il ajoute, « Moi aussi, je suis assez mal à l'aise. » La combinaison de Trump, de Dieu et de la version particulière du judaïsme Chabad que suit Kushner, ainsi que de nombreux éléments du gouvernement Netanyahou en Israël, et de Greenbaum, qui fait également partie de l'équipe de négociation Kushner-Witkoff, ce sont des idéologues Chabad. Ce sont des gens qui pensent que Dieu leur appartient, qu'ils tiennent Dieu par la main. Et tous les autres peuvent, pour ainsi dire, être éliminés parce qu'ils sont mauvais, un terme que Trump utilise à plusieurs reprises. Ce sont des termes religieux, doctrinaux. Maintenant, regardez, même Hitler, même Mussolini, n'avaient pas eu besoin d'utiliser un tel sentiment d'exceptionnalisme comme doctrine religieuse. L'État d'Israël est fondé sur une telle doctrine. Elle fait désormais partie de la présidence des États-Unis. Une combinaison du Dieu chrétien, de la mission évangélique, de l'Armageddon à venir, de l'arrivée du Messie. Trump a tout cela qui tourne dans sa tête. Et c'est une erreur de le considérer uniquement comme le pantin de tous ces gens, de l'État d'Israël, du lobby sioniste, des luttes de factions. Il n'est pas seulement leur pantin, il parle en leur nom. Il choisit entre eux et les alternatives qui lui sont présentées. Il a en réalité une certaine conscience d'une mission divine. Ce sont des problèmes graves auxquels on peut, on peut en parler. On peut essayer d'être raisonnable à ce sujet. On peut expliquer. On peut être horrifié et résister. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière de résister à ce problème. Et ce n'est pas par un discours rationnel. C'est la guerre. Et lorsque les paroles sont épuisées, il ne reste que la capacité de l'Iran à survivre. Riposter. Survivre encore. Et infliger un niveau de dégâts qui force la négociation. Il me semble que nous avons atteint ce point terrible. Et c'est bien un point terrible. Il n'y a rien, aucun amusement là-dedans. Ce n'est pas un jeu vidéo. Pour Trump, c'est une sorte de jeu vidéo religieux. C'est ce qu'il a vécu samedi et dimanche. Il pense avoir été ressuscité. Exactement.
John, when it comes to the Strait of John, Hormuz, en ce qui concerne ce taux de remords et le système de paiement, je pense que c'est très problématique pour Donald Trump et pour des personnes comme Lindsey Graham. Voici ce que Lindsey Graham a dit à propos du système de paiement et de ce taux de remords. Graham said about the payment system in the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Right now, they're charging ships. En ce moment, ils font payer les navires, le CGRI, les Iraniens, pour traverser les détroits, et ils acceptent le yuan, pas le dollar. L'une des menaces dans tout ce fiasco, c'est que si nous commençons à autoriser la monnaie chinoise à être utilisée dans le commerce du pétrole, cela nuira au dollar. En 1975, chaque baril de pétrole vendu et échangé dans le monde l'était en dollars. Maintenant, que cherchent à faire les Iraniens? Ils essayent de remplacer le dollar par le yuan chinois. Et c'est une attaque contre le dollar. Et cela doit cesser aussi. Je suis donc très optimiste quant au fait que le président Trump mettra fin à ce régime d'une manière ou d'une autre. Je préfère la diplomatie. Mais d'ici demain soir, ils auront soit conclu un accord qui ait du sens pour le monde, la région et pour l'Iran lui-même. Yeah, repeating John, what is happening? I think the use of John, petro-yuan, que se or passe-t-il? as they call Je it, pense que l'utilisation du pétro-yuan, ou comme il l'appelle, une monnaie alternative, est l'un des éléments les plus importants de ce nouveau mouvement visant à s'éloigner du dollar. S'en éloigner parce que le dollar ne va pas aider l'Iran. Ils sont soumis à d'énormes sanctions américaines depuis plus de 46 ans. C'est pourquoi l'Iran ne veut pas retomber dans ce cycle d'utilisation accrue du dollar américain, car cela ne leur sera pas bénéfique à long terme. Je pense que le ton est, supposons, qu'il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Tout le Sud global, je parle de la Russie, de la Chine, de l'Iran et même de l'Inde, qui a récemment acheté un nouveau pétrolier de 600 000 barils de pétrole à l'Iran en roupies, en monnaie indienne. C'est la réalité de ce qui se passe en ce moment. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces gens qui pensent pouvoir d'une manière ou d'une autre forcer d'autres pays à utiliser le dollar. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus leur logique. That's not there anymore. That's not the logic for them anymore. Well, I can only agree with you. I'm not. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Je ne suis pas aussi optimiste que certains qui pensent que cette guerre mettra fin à l'Empire américain. Au contraire, ce que je vois se produire aujourd'hui aux États-Unis, c'est la possibilité que Trump s'effondre, en quelque sorte, en s'engageant trop dans des guerres qu'il perdra, notamment au Moyen-Orient. Ensuite, Vance pourrait apparaître comme une alternative potentielle et renforcer l'Empire américain sur le continent américain. L'Empire américain s'étendrait du Groenland au Canada, en passant par le Mexique, et dominerait tout simplement l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ce sera un empire américain ancré dans les Amériques, dirigé non pas par Trump, mais par Vance. La séquence des guerres dont nous avons déjà parlé, partie intégrante de la doctrine des membres les plus rationnels de l'état-major du Pentagone, impliquerait de s'éloigner de ce niveau de violence au Moyen-Orient, de s'éloigner du niveau de violence sur le champ de bataille ukrainien, et de se concentrer sur la maîtrise de la Chine et la reconstruction d'une sorte d'empire nord- et sud-américain qui serait dominé par le dollar. Les États-Unis renforceraient et contrôleraient effectivement l'ensemble des Amériques. Ce n'est pas la fin de l'Empire américain, ce n'est même pas la fin du dollar. Mais avec les tentatives de la Russie et de l'Inde d'utiliser les roupies et les roubles, et avec les efforts des BRICS pour trouver des mécanismes de paiement bilatéraux et multilatéraux en dehors du système du dollar, afin d'éviter que les États-Unis puissent utiliser les sanctions pour suivre les transactions libellées en dollars. Tout cela est en pleine évolution. Je ne suis pas convaincu qu'à la suite de cette guerre en particulier, à partir de ce soir, à 20h, nous allons assister à l'effondrement de l'Empire américain. Il est considérablement affaibli dans cette région, sans aucun doute.
s'ils intensifient le conflit. Et nos collègues ici, Ted Postel et bien d'autres, ont souligné qu'avec l'Iran conservant la capacité de riposter, toute escalade contre l'Iran menace la survie de l'État d'Israël. Toute attaque nucléaire, et je suis heureux que Ted Postel l'ait clairement expliqué, s'accompagne de chiffres très sombres. Dans une attaque nucléaire qu'Israël lancerait contre l'Iran, l'Iran survivrait, mais la riposte mettrait fin à l'existence d'Israël. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un qui étudie cette question sous l'angle de l'ingénierie nucléaire et de la stratégie militaire depuis très longtemps. Et c'est clairement ce qui est en jeu. Il y a, au sein de l'administration Trump, des responsables américains qui comprennent ce risque. Ils ne veulent pas franchir ce précipice. Trump lui-même ne comprend tout simplement pas ce précipice. Il compte sur Dieu comme parachute. Il a le vocabulaire anglais d'un enfant de 11 ans. Il a de sérieux problèmes psychopathologiques et il pense qu'à partir du désastre du week-end, il remporte une victoire. C'est donc un individu qui domine réellement. Il domine, il n'est pas simplement manipulé, et il va dépasser ses capacités. Et Vance attend là, prêt à en tirer profit. Maintenant, comment cela va exactement se dérouler, je n'en sais rien. Cela reste à voir. Il n'y a tout simplement plus personne dans la presse américaine capable d'analyser les signes. Trump ne permet à personne, lors des conférences de presse, de s'approcher de lui pour poser des questions désagréables. Le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, ils se sont tous discrédités. Nous sommes désormais l'alternative. Je n'en suis pas fier. Je pense, John, que le résultat de cette guerre, c'était impensable avant que cela n'arrive. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, tu sais, ce qui s'est passé dans la guerre en Ukraine, on voit la destruction. Je dirais que, après l'Ukraine, est venue la destruction de l'Allemagne. Regarde l'économie allemande. Regarde ce qui est arrivé avec le gazoduc de la mer du Nord et la présence des forces américaines en Allemagne. Quel en a été le résultat? En ce moment, l'Allemagne souffre des problèmes liés à Nord Stream et des répercussions de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a une certaine comparaison entre l'Allemagne et ce qui se passe au Moyen-Orient. Ces États arabes se trouvent en quelque sorte dans la même position que l'Allemagne l'était, et l'est encore, pendant le conflit en Ukraine. Ils perdent beaucoup. Pendant si longtemps, ils ont payé les États-Unis pour toutes ces belles et grandes bases dans leur pays. Et en ce moment, ils sont complètement dévastés par cette politique. Ils payaient, vous savez, pour tout ce qui concernait ces bases. Absolument tout. Et, vous savez, d'une certaine manière, on peut comparer ces pays à l'Allemagne. Mais, pensez-vous, puisque nous en parlons, vous avez mentionné plus tôt, avant cette émission en direct, vous avez dit que Bahreïn avait soumis une demande à l'ONU qui devait être mise aux voix aujourd'hui à 11 heures, heure de la côte Est. Comment voyez-vous ces États arabes, les pays du CCG? Parce qu'ils perdent tout. Et ils en viennent je dirais qu'ils en viennent à chercher une solution. Vous savez, en Allemagne, le chef de l'AfD disait que les États-Unis devraient quitter l'Allemagne, qu'ils devaient retirer leurs troupes. Ce sont là des conséquences énormes, impensables, de ce qui s'est passé en Ukraine, combinées à ce qui se déroule actuellement avec la guerre au Moyen-Orient. Quelle est votre analyse de cela? Bon, passons à la partie générale, car c'est vraiment important. Rappelle-moi si je m'égare. Allons rapidement à ce qui va se passer. Il est environ 8 heures, heure normale de l'Est, et dans 3 heures, à la même heure, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira de nouveau pour voter sur une résolution bahreïnienne fortement amendée. Comme tu l'as dit, elle est soutenue par tous les membres du Conseil de coopération du Golfe, mais le plus influent, comme toujours, est l'Arabie saoudite. Il s'agit donc essentiellement d'une résolution saoudo-américaine,
présenté par Bahreïn parce qu'il en assure actuellement la présidence nominale au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui s'est passé, c'est que cette résolution visait à légaliser une guerre dans le Golfe contre l'Iran, à fournir un mandat pour toutes les mesures défensives jugées nécessaires. Le libellé ne cesse d'évoluer, mais il signifiait clairement un mandat pour recourir à la force si les États arabes, principalement l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar et le Koweït, s'alliaient aux États-Unis pour forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, la Chine, la Russie et la France ont toutes indiqué, lors des négociations dans les couloirs et les arrière-salles de l'ONU, qu'elles ne voteraient pas en faveur de cette mesure. Elles pourraient même opposer leur veto à tout texte créant un mandat légal pour l'usage de la force. C'est ce qu'elles ont déclaré. Macron est allé un peu plus loin que les autres Européens que vous avez mentionnés, certainement plus loin que l'Allemagne et bien plus loin que le Royaume-Uni et l'Italie. L'Italie est actuellement en négociation avec l'Iran. Alors, la France, puis Macron, qui est lui-même presque aussi volatile et imprévisible que Trump, sont devenus la cible d'insultes personnelles de la part de Trump, visant à la fois Macron et son épouse. Je ne suis pas ici pour défendre Macron, mais le fait est que dans la politique étroite et sous pression du Conseil de sécurité de l'ONU, 3 puissances disposant du droit de veto ont dit non à une résolution sur une force. Ce que nous ne savons pas, parce que les termes exacts de la résolution ne sont pas rendus publics avant le vote. C'est précisément quelle en est la formulation. Ce que nous savons, en revanche, parce que M. Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, et le ministre Lavrov ont eu un entretien téléphonique hier et que je viens de consulter leur communiqué, c'est qu'ils ont discuté de ce sujet. Je dirais simplement que le 3e paragraphe indique très clairement que d'un commun accord avec la partie iranienne, les ministres Araghchi et Lavrov ont appelé à éviter toute action, je cite, y compris celle au Conseil de sécurité de l'ONU, qui pourrait compromettre les chances de poursuivre les efforts politiques et diplomatiques visant à résoudre la crise. Eh bien, c'est un ou deux hurrahs pour la position russe. Il n'est pas clair, d'après le représentant Nebenzia ou son adjoint, s'ils se préparent à opposer leur veto. Rappelez-vous que lorsqu'ils ont été confrontés à un consensus arabe au Conseil de sécurité de l'ONU par le passé, ils se sont abstenus. Cette fois, cependant, il est clair de quoi il s'agit. C'est comme la résolution de l'ONU qui a autorisé l'usage de la force contre la Libye. À l'époque, le président Medvedev n'avait pas opposé son veto à cette résolution. Et le résultat a été l'assassinat de Kadhafi, la destruction de l'État libyen et tous les problèmes de la guerre civile libyenne qui se sont répandus à travers l'Europe, n'est-ce pas? Donc la position de la Russie est très claire. Elle s'oppose à toute tentative de légaliser l'usage de la force américaine. Tu as demandé ce que pense faire le CCG, les cheikhs arabes. Bonne question. Ce n'est pas à moi de me replonger dans la politique arabe que j'ai quittée il y a de nombreuses années. Tu es mieux placé pour le dire. Mais les cheikhs vivent depuis longtemps dans l'illusion. Ils ont longtemps été dominés par l'idée qu'ils pouvaient utiliser leur richesse croissante pour acheter la protection des États-Unis, disant hors caméra à quel point ils détestent les Américains, et devant la caméra à quel point le protectorat américain est fiable. Ils sont duplicitaires, non? Cependant, au bout du compte, ils ont compté sur un protectorat américain. Des systèmes de missiles Patriot, des systèmes de missiles THAAD et des radars, qui ont cessé d'être dissuasifs, ayant été pénétrés et détruits par l'Iran. Ainsi, pour la première fois, les cheikhs ne voient plus un ennemi incapable de percer les défenses américaines, mais un ennemi qui y est parvenu.
how can they then think they can mobilize? Alors, comment peuvent-ils penser qu'ils peuvent mobiliser les restes de la force américaine pour forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz? Il semble peu probable qu'ils aient la moindre confiance en cela. Et il est clair que l'Égypte, la Turquie et de nombreux États musulmans ne soutiennent pas l'échec. C'est donc le dernier barreau d'honneur d'échec, les monarchies arabes. J'hésite à employer le mot monarchie, car il a une très longue histoire, que ces cheikhs et leurs familles n'ont pas. Ils ne possèdent même pas la pseudo-légitimité des monarchies européennes, pourrait-on dire. Ce dont ils ont bénéficié, c'est d'abord de la protection britannique contre les Ottomans, puis de la protection américaine. Et maintenant, qui les protège? Voilà un problème auquel ils n'ont pas encore été confrontés. That's a problem they have yet to face. And this resolution. Et moi, cette résolution, qui sera soumise dans quelques heures, n'aura, je pense, aucun effet pratique. Le champ de bataille est déterminé par le rapport de force, et les cheikhs sont sur la défensive. Ils sont vaincus dans leur défense. L'alliance entre l'Arabie saoudite et le Pakistan est morte et enterrée. L'alliance conclue en janvier entre les Émirats arabes unis et l'Inde, morte et enterrée. La menace des Houthis de fermer Bab el-Mandeb, la porte d'entrée de la mer Rouge, est la dernière ressource potentielle que l'Iran n'a pas encore mobilisée contre les efforts des Saoudiens pour utiliser le port de Yanbu et le détournement de l'ouest vers l'est afin d'acheminer la moitié ou disons un tiers de leur pétrole, en remplacement de ce qu'ils ne peuvent pas faire passer par Hormuz. Il existe beaucoup de fantasmes sur la manière dont ils pourraient construire des alternatives à Hormuz. La force n'est plus une option. Donc, que la Russie et la Chine décident d'opposer leur veto ou qu'elles jugent la résolution suffisamment édulcorée pour pouvoir voter pour ou s'abstenir, nous le saurons dans quelques heures. Mais concrètement, la Russie s'est engagée, avec Arachi, à dire que cela n'aide en rien. Et l'engagement russe à aider l'Iran en plaçant la force et la dissuasion au service de sa diplomatie s'avère modérément efficace. Alors, eh bien, je ne sais pas. C'est une façon un peu longue de dire que je ne comprends pas pourquoi les Saoudiens pensent que cela aide. Personne d'autre ne le pense. Et Trump lui-même a déclaré « Aux vainqueurs reviennent les dépouilles. Je prendrai le péage d'Ormuz. » Trump a aussi dit « Nous n'avons pas besoin du pétrole d'Ormuz. » En réalité, il n'a pas tout à fait raison sur ce point. Ils prennent du pétrole saoudien et irakien. Mais il a dit que c'était aux Européens de négocier. Eh bien, les Européens ne sont pas une idée de Lindsey Graham. Les Européens sont prêts à conclure des accords bilatéraux et essentiellement, en principe, accepteront une forme de système de péage du détroit d'Ormuz, ce qui reviendrait à reconnaître, au moins en partie, la souveraineté iranienne. En tout cas, les Iraniens ne vont pas négocier cet atout qu'ils ont en main sans une levée significative des sanctions. Après tout, pourquoi l'Iran ouvrirait-il le détroit d'Ormuz aux autres, à tous les autres, y compris à ses ennemis, alors que ce même détroit d'Ormuz est effectivement fermé à l'Iran lui-même par l'ensemble des sanctions qui le visent? C'est un paradoxe. La seule façon de résoudre ce paradoxe est de gagner cette guerre, d'agir avec une force suffisante pour dissuader toute nouvelle attaque. Et la résolution, à mon avis, n'aboutira à rien. Non. John, tu as mentionné plus tôt la situation en France. Que se passe-t-il avec le gaz là-bas, par exemple? Et comment cela influence-t-il les décisions d'Emmanuel Macron? Eh bien, j'ai un lien personnel particulier avec la France rurale. Et je peux vous dire dès maintenant, c'est ce que nous disions avant d'entrer en direct, qu'il y a une peur considérable concernant la fermeture des stations-service. Le carburant n'est pas seulement cher, environ le double du prix, mais il est souvent indisponible. Il faut aller sur un site Internet pour savoir où il en reste.
Si vous êtes à la campagne en France et que vous dépendez de votre voiture pour vous déplacer, aller chez le médecin, ou que vous avez besoin de votre camion pour faire tourner votre entreprise, vous ne pouvez pas obtenir de diesel. Vous ne pouvez pas obtenir de produits pétroliers ordinaires parce que les stations sont fermées. Elles n'ont plus d'approvisionnement. De plus, le gaz de cuisson, dans les zones isolées, le gaz en bouteille est essentiel pour toutes sortes d'usages, manque également. For all sorts of purposes, that's short as well. But Macron isn't introducing Mais Macron n'instaure pas un système de rationnement équitable. Il laisse un marché faussé répartir les approvisionnements dans tout le pays d'une manière qui maximise la vulnérabilité de la population rurale, déjà gravement touchée par tout ce que Macron a fait. Je ne suis pas sûr que Macron se soucie vraiment de la France rurale, et je ne suis pas certain que la dynamique politique exercera une pression sur lui. Ce qui met Macron sous pression, ce sont les oligarchies françaises ou les oligarchies économiques qui l'entourent, ainsi que l'armée française, qui comprend qu'elle pourrait être entraînée dans une situation de champ de bataille en Ukraine, ce qu'elle ne souhaite pas. Mais soit dit en passant, rappelons que l'état-major français a été particulièrement serviable envers Israël au Liban. the French general staff have been mighty helpful to Israel in Lebanon. Let's not forget that the French behavior N'oublions pas que l'attitude française opposée au Hezbollah en soutien à Israël reste en grande partie secrète et non documentée. Mais on peut en trouver de nombreuses preuves dans le journalisme de résistance qui existe en France. Il en résulte une tension énorme que tout le monde ressent. Vous avez mentionné l'Allemagne. La situation devient tout aussi grave en Angleterre et partout en Europe. Et c'est une conséquence directe des sanctions. C'est pourquoi des gouvernements comme celui de Meloni en Italie tentent de négocier des accords bilatéraux spéciaux. Ils paieront le prix en espérant un retrait partiel des forces américaines. Et une fois ces forces retirées, les Tchèques se retrouveront face à un nouveau problème. Comment négocier avec l'Iran? have got a new problem: how to negotiate with Iran. Merci beaucoup, John. Great pleasure, as always. Thank you, Nima. We've Un got, grand plaisir, as I said, comme toujours. we've got two deadlines Merci, to look Nima. at, the 11 o'clock Comme je l'ai one dit, nous avons deux échéances à surveiller, celle de 11 heures à New York et celle de 20 heures lorsque l'ultimatum du jour de transition de Trump arrivera. As you've pointed out, Eh bien, comme vous l'avez souligné, il bombarde déjà les infrastructures, les chemins de fer, les centrales électriques et ainsi de suite. L'ultimatum est donc déjà violé de leur côté. Ils ne se retiennent pas. La seule chose qui nous reste à voir, c'est ce qui se passera après 20 heures. Et nous apprendrons également dans les jours à venir ce qui s'est passé avec l'opération d'Ispahan et ce qu'il est advenu du commandant Amanda Ryder, ainsi que tout ce qu'elle nous a aidé à comprendre sur l'échec militaire américain à cet endroit pendant le week-end. Merci donc de m'avoir invité. that spot over the weekend. So thanks for having me. But my D'après ce qu'on comprend, understanding is that Donald Trump va déclarer une attaque tactique. Taco. Il pense qu'il va reculer. Down. Yeah. Because he has no other- Parce qu'il n'a pas d'autre he has no solution. other option. Il n'a pas d'autre option que celle-là, Because car they ils attaquent always déjà attack tout en Iran. everything in Iran. That's Cela ne change rien à la réalité pour les Iraniens. the Iranians. Ils savent qu'ils veulent se battre, ils veulent riposter, et ils sont prêts pour cela. And they're prepared. C'est pourquoi je pense que Donald Trump choisit aujourd'hui l'option tactique. Voyons, voyons. Merci. Au revoir. Salut. Thank you. Yes. Bye-bye. Bye.